Encore deux questions avant de conclure cet entretien en direct. Je vous rappelle que vous pouvez désormais souscrire au prélèvement mensuel. Il y a déjà près de 20 personnes qui y ont souscrit. Deuxième question, donc bonsoir Monsieur Asselineau, petite question. Au niveau écologique et biologique, avez-vous prévu des lois pour permettre à tous les agriculteurs particuliers d'utiliser des variétés anciennes ? Alors, je ne l'ai pas expressément prévu, mais oui, c'était prévu en fait. Je dis une sottise. Dans le programme, reprenez le programme sur l'agriculture, il y avait expressément prévu, effectivement, tout le monde a à l'esprit peut-être l'association, il n'y a pas qu'elle, mais l'association Cocopelli qui a fait beaucoup parler d'elle, mais il y avait bien entendu ça. De façon générale, l'une des philosophies de notre mouvement politique, c'est la liberté, et c'est également, comment on pourrait dire, le refus de l'ultra-marchandisation du monde. Voilà. Moi, je pense que dans la vie, enfin, il n'y a pas la vie sur Terre, c'est une seconde. Hein. Vous prenez les philosophies, l'hindouisme, par exemple, considère que la vie sur Terre n'est qu'une fraction de seconde, qu'on vient de l'Atman Brahman et qu'on est destiné à y retourner dans le cycle du samsara, des réincarnations. Et que l'objectif final est justement de s'échapper de cette malédiction du samsara, du cycle des réincarnations. Donc moi je considère, sans entrer dans des philosophies orientales, que j'aime bien par ailleurs, mais ça n'est pas le sujet ici, l'idée c'est que on veut contrebattre, on prend de la hauteur de vue, je crois que c'est important qu'un mouvement politique prenne de la hauteur de vue, et montre aux gens qui lui font confiance qu'il n'a pas uniquement le raisonnement de l'ultra-rentabilité à court terme, l'ultra-court-termisme dans tous les domaines. Il y a aussi d'autres choses. Par exemple, les services publics, il est assez normal que des services publics fassent du déficit, parce que justement, ils ont une vocation de justice sociale. Donc l'idée selon laquelle tous les services publics devraient dégager du cash, devraient être privatisés, etc., ça donne un système à l'américaine, où on laisse tomber toutes les petites voies secondaires de chemin de fer, où on fait des investissements minimaux dans les centrales électriques, ce qui fait qu'on a des pannes géantes, où l'on a des tarifs pour l'électricité, pour les chemins de fer, etc., qui sont totalement différents selon qu'on l'on habite dans des grandes villes, sur des grands axes, ou qu'on l'on habite au fin fond des campagnes, avec les conséquences terribles que l'on voit, c'est la disparition des petits villages de France, la désertification d'un certain nombre de petites villes de province. D'ailleurs, je crois que le New York Times a consacré un article sur ce sujet aujourd'hui même, sur la perte de saveur de la France. Tout ça, ça découle de ces grands choix macroéconomiques et ce principe fondamental de l'ultralibéralisme. Nous sommes contre. Nous voulons des services publics à la française qui assurent notamment l'égalité entre les Français selon les territoires et qui assurent l'aménagement du territoire, comme on disait naguère, c'est-à-dire qui assure qu'il n'y a pas de désertification rurale. De la même façon, nous estimons que tout n'est pas que de fric. Le fric n'est pas la seule valeur dans la vie. Il y a d'autres valeurs qui sont très importantes et qui, ça c'est mon intuition personnelle qui me le dit, je pense de plus en plus vont s'imposer dans le débat politique dans le monde occidental. Parce le monde occidental, en fait, court à sa perte parce qu'il a perdu, en fait, un certain nombre de valeurs spirituelles, transcendantes. Alors je dis pas ça parce que pour faire de la religion. Il y a d'ailleurs à lui perdre beaucoup d'athées ou d'agnostiques. Mais tout le monde convient que, me semble-t-il, qu'il y a un problème fondamental de valeurs dans le monde occidental aujourd'hui. Pourquoi tout ça ? Une fois que vous avez eu 10 tablettes électroniques, que vous avez eu 15 iPhones, que vous avez eu 25 paires de jeans, que vous êtes allé 15 fois à Marrakech ou en Thaïlande, que vous avez... Il y a un moment à partir duquel, je parle pour les plus fortunés, mais il y a quand même beaucoup de Français qui ont accès à ça, il y a un moment à partir duquel, aux alentours de 35, 40 ans, un peu plus, il y a des gens où on ressent un vide existentiel. Hein. Donc, ce vide existentiel, moi je le vois, je reviens de Polynésie, ça n'est un secret pour personne, et c'est un voyage vraiment fantastique d'aller en Polynésie, non seulement parce que les paysages y sont admirables, et à nulle part ailleurs au monde on ne trouve quelque chose de comparable à Bora Bora ou aux atolls des Tuamotu, mais il y a aussi autre chose. Moi j'étais sur l'atoll de Arotua, à 3 heures de bateau de Rangiroa, c'est vraiment très perdu. C'était une société qui prête à philosophie parce que
Il y a le ciel, il y a la mer, le lagon, et puis il y a une bande de terre, de corail, avec des cocotiers, et puis c'est tout. Et les gens vivent de la pêche, et également de la culture des huîtres perlières, des perles de Tahiti. Il n'y a quasiment pas d'électricité, il y a très très peu d'électricité. Donc il y a, le soir, dans les quelques rues du principal village, où il y a quelques centaines de personnes, il y avait pas, on n'entendait pas la télé, il n'y a pas Internet, il n'y a pas la radio. Alors c'est presque monacal, hein. C'est un continent assez métaphysique quand on y réfléchit. C'est pas un club méditerranéen géant, la Polynésie. Dès qu'on sort de Tahiti, qu'on va dans les îles un peu éloignées, on a presque une atmosphère presque monacale, ou d'ashram pour parler comme en Inde, et où on retrouve quoi? On retrouve des gens qui se parlent. On retrouve ce qui se passait dans les campagnes en France dans les années peut-être 1860 ou 1920, c'est-à-dire sur le pas de la porte, vous aviez des gens qui se parlent, vous parlez, vous croisez des gens, les Polynésiens sont extrêmement gentils, on vous dit bonjour, tout le monde se tutoie, on s'embrasse, c'est tout à fait autre chose. Voilà. Alors je dis pas que c'est comme ça que doit devenir la France métropolitaine, mais il y a quelque chose quand même à retirer de ces sociétés, y compris sur la République, qui sont restées un peu à l'écart de l'hyperconsommation qui est actuellement la nôtre. Alors excusez-moi de tous ces détours, ce sont des considérations, mais je vous livre le fond de ma pensée. Je pense qu'un parti politique comme le nôtre doit intégrer cette sensibilité-là dans son optique, dans sa vision des choses et sa vision du monde. C'est la raison pour laquelle vous pouvez me faire absolument confiance. Je suis révolté, même plus que ça, par l'idée du brevetage du vivant. Moi, j'oublie pas que quand j'étais petit, j'avais mon grand-père il avait son petit jardin dans sa maison, et puis il plantait des laitues, il plantait des pommes de terre, il plantait des carottes, et puis voilà, et puis il y avait deux cerisiers dans son jardin. Et quand on est un enfant, quand on a 7 ans, 8 ans, il n'y a rien de meilleur au monde que de manger sur l'arbre les cerises ou de cueillir les fraises que son grand-père a plantées. L'idée que désormais il faille acheter chaque année des semences qui auraient été brevetées est un véritable scandale et qui est contraire tout simplement à la vie et à la gratuité de la vie. Donc soyez sûrs et certains que si nous parvenons au pouvoir, j'aurai à cœur, bien entendu, d'autoriser la libre disposition par les propres paysans ou fermiers ou agriculteurs, ça dépend, certains veulent être appelés paysans, d'autres ne le veulent pas. Bref, toutes les personnes, y compris d'ailleurs ceux qui travaillent dans la permaculture, d'utiliser leurs propres semences, d'utiliser les semences anciennes et d'interdire le brevetage du vivant, c'est-à-dire que s'il y a des sociétés qui veulent vendre des graines libres à elles, mais qu'elles imposent cette vente à une espèce de vente forcée, ça c'est absolument hors de question. Je vois que nous en sommes à 31 050 adhérents et que nous en sommes donc à 20 adhésions depuis le début de cette émission, et je salue notre nouvel adhérent ou adhérente qui vient de Moselle. Et je crois que du côté des dons par prélèvement mensuel, ça marche très fort en ce moment. Je rappelle que jusqu'à minuit, si vous en prenez un engagement de don mensuel, ça commence à 5 € par mois, par prélèvement automatique, eh bien, tous ceux qui le feront jusqu'à 23h59 et 59 secondes, par notre système Internet, eh bien, on leur enverra, outre nos remerciements, une carte dédicacée et personnalisée que je signerai moi-même, et puis également une épinglette qui leur sera adressée.